destinataire, il doit leur permettre. Bonjour Joël René. Bonjour. Vous venez d'intervenir au forum Smart Cities et vous avez affirmé que la réussite de la transition énergétique passait par l'avènement d'une démocratie énergétique participative. Mais c'est quoi exactement cette démocratie énergétique participative? D'abord, je pense que la vitesse de la transition énergétique, qui se fait différemment dans plusieurs pays, mais en tout cas la transition énergétique elle-même, va se faire grâce à 3 éléments. Premièrement, une forme d'énergie particulière. Deuxièmement, une forme de technologie particulière. Et troisièmement, une forme de participation particulière. Je m'explique. La forme d'énergie particulière, c'est au singulier l'énergie renouvelable. On parle des énergies renouvelables. Moi, je parle de l'énergie renouvelable. Et pourquoi le singulier alors? Le singulier, parce que c'est un mix. Et donc, qu'il s'agisse du solaire, de l'éolien, de la biomasse, de l'hydroélectricité ou de la géothermie, toutes ces énergies renouvelables combinées entre elles créent un mix que j'appelle l'énergie renouvelable avec un grand E. Et le mix fait que les énergies intermittentes, comme le vent ou le soleil, sont compensées par des énergies permanentes comme la biomasse, le biogaz, l'hydroélectricité ou la géothermie. D'autre part, pour que cette énergie renouvelable puisse être distribuée sous forme d'électricité principalement ou de biocarburants à tout le monde selon l'offre et la demande, il faut un deuxième élément que j'ai appelé une technologie de base. Cette technologie de base s'appelle le numérique. Et ce numérique se traduit par des réseaux numériques intelligents, qu'on appelle en anglais des smart grids. En français, des réseaux de transport intelligents, RITE. Donc, ces 2 éléments déjà, l'énergie renouvelable, le numérique et les smart grids, conduit à une production continue de gigawatts d'électricité en base load, je m'excuse d'employer un terme anglais, en base load, ça veut dire en continu, pour les entreprises et pour les particuliers. Il n'y a pas de rupture. Parce que s'ajoutent à ça des techniques de stockage, dont on parle très peu, mais de plus en plus, il y a des moyens de stockage. Une éolienne peut tourner, faire de l'électricité, pomper de l'eau en altitude et avec l'hydroélectricité, faire de l'électricité. On peut stocker l'air comprimé des éoliennes au haut des nappes aquifères et ensuite on réutilise cet air comprimé pour le mélanger à du gaz pour augmenter le rendement du gaz. On peut faire l'électrolyse de l'eau avec du solaire, on fait de l'hydrogène et cet hydrogène ensuite dans une pile à combustible peut faire de l'électricité. Donc il y a des moyens de stockage mais on en parle peu. Parce qu'évidemment, ceux qui sont producteurs centralisés et distributeurs centralisés d'électricité veulent garder leur monopole. Et j'ai parlé d'un 3e élément, et je réponds ainsi à votre question. Le 3e élément, c'est ce que j'ai appelé la démocratie énergétique concertative. Qu'est-ce que j'entends par là, plutôt que démocratie énergétique participative? Ça veut dire que chacun d'entre nous, de plus en plus, va être amené à devenir un entrepreneur de sa propre énergie. C'est-à-dire qu'avec des maisons à énergie positive, des villes à énergie positive, des bâtiments ou des fermes à énergie positive, ce qui veut dire qu'elles fabriquent plus d'énergie qu'elles en consomment. Tous les grands architectes sont là-dessus et les technologies existent. À partir du moment où il y a énergie positive, il y a partage. On peut partager grâce au réseau intelligent qui s'adapte à l'offre et à la demande cette forme d'énergie. Et donc les gens peuvent devenir contributeurs de leur propre avenir, créer leur propre avenir énergétique. Or, aujourd'hui, dans un pays comme la France, en raison de choix justifiés, qui ont été faits dans les années 50 et les années 60, mais qui ne sont plus justifiés maintenant dans leur prolongation. On n'est pas en démocratie énergétique, on est sous le régime, disons, pyramidal de 2 formes de production d'énergie centralisées, les énergies fossiles et les énergies fissiles, en d'autres termes le nucléaire. D'où le fait que je pousse un cri en quelque sorte pour le futur, qui est créons une démocratie énergétique concertative, concertons-nous entre nous par les réseaux sociaux et arrivons à devenir maîtres et producteurs de notre propre énergie que nous échangerons entre nous. Alors ce cri fait l'éloge de la solidarité. Mais nous sommes entrés dans la société collaborative, nous sommes entrés dans des sociétés où j'ai souvent décrit d'ailleurs dans Educavox des valeurs auxquelles je tiens beaucoup, la solidarité, la diversité, l'empathie, le partage, la fraternité. Nous sommes en train de rentrer progressivement dans des sociétés fondées sur l'égoïsme de chacun pour soi, dans des sociétés où, grâce notamment aux technologies de communication, l'écosystème numérique dans lesquels on est entré, on est plus proche des autres, même si numériquement on est loin. Et donc, on peut faire en sorte qu'on partage, on est plus solidaire,
on est plus généreux. Et pour l'énergie, ça va être le cas dans les années à venir grâce aux technologies et grâce au système de mise en commun que je viens d'expliquer. Mais l'école, dans ces conditions, a un rôle important à jouer. Mais l'école a un rôle fondamental, mais il n'y a pas que l'école, évidemment. L'école, elle a un rôle au départ pour comprendre les enjeux. Je pense que le plus important de l'école, c'est de comprendre la nature des écosystèmes. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est quoi? C'est un système complexe fait d'éléments interdépendants en interaction les uns avec les autres qui fait émerger des propriétés nouvelles. Ça, c'est fondamental. C'est l'écosystème que nous respirons avec l'oxygène, c'est l'écosystème économique, c'est l'écosystème numérique maintenant. Donc cette notion, dès l'école, elle est fondamentale pour comprendre ensuite comment on peut être un acteur à l'intérieur de ces écosystèmes. Le nœud d'un réseau, le nœud et le lien. Comprendre dès l'école qu'on est à la fois un nœud et un lien. Et donc, si on comprend ça, le reste s'apprend avec intérêt. Parce qu'au lieu d'être partagé en petites disciplines compartimentées, les mathématiques, la physique, la chimie, voire la biologie et les sciences de la Terre, à ce moment-là, on comprend que tout fait partie d'un même système complexe dont nous sommes à la fois les nœuds et dont nous sommes à la fois les liens. Et je termine, si nous changeons ces liens et nous changeons les relations entre les nœuds, on change l'écosystème et cet écosystème nous change en retour. Donc il y a une coévolution entre l'écosystème et chacun d'entre nous. Autre question, on parle de smart city, de ville intelligente, enfin tout devient intelligent, l'auto va devenir intelligente, les maisons vont devenir intelligentes. Écoutez, je trouve ça un peu ridicule ce terme d'intelligent mis à toutes les sauces. Et moi je propose qu'on remplace le terme intelligent pour les objets ou pour les lieux par 3 mots, qui sont plus longs bien sûr, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. C'est un objet qui est à la fois en temps réel, interactif et proactif. Donc si un téléphone est en temps réel, interactif et proactif, en cours, en abrégé, on peut dire que c'est un téléphone intelligent. Si une maison, qu'on appelait jadis, utilisant la domotique, est une maison qui répond en temps réel, qui est interactive avec mon smartphone, et proactive, qu'elle anticipe éteindre les lumières des pièces ou le chauffage quand les gens n'y sont pas, à ce moment-là, on peut dire que c'est une maison intelligente. De même pour une ville. Alors, réservons le terme d'intelligence à l'homme, parce que dans l'intelligence humaine, il y a non seulement la capacité de raisonner, mais il y a aussi la capacité d'abstraction, la capacité symbolique, une notion d'émotion, d'affectivité, de sensibilité, que la machine n'a pas et n'aura pas pendant encore très longtemps. Sinon, nous risquons, en appliquant ce terme d'intelligence à toutes les machines et à tout ce qu'il y a autour de nous, à faire en sorte qu'un jour, l'intelligence artificielle, elle, nous dépasse nous-mêmes, parce qu'on va négliger notre intelligence à nous par rapport à l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, c'est nous qui contrôlons cet ensemble. Mais il y a quand même un risque qu'il faut étudier et évaluer sur le plan philosophique. Merci beaucoup, Joël de René. Je vous en prie.